car sur ce corner, De Wilder met sur la barre transversale. Et ensuite, vous l'avez vu, c'est Daniel Zureb qui rate de peu. On ne se bousculait pas hier soir dans les tribunes du stade Francis Leblé à Brest pour cette rencontre entre Sochaux en jaune et le Brest Football Club d'Armorique. En effet, à peine 4000 personnes pour assister à cette rencontre. Et il faudra attendre une bonne demi-heure de jeu pour voir enfin les Brestois réagir et ouvrir le score sur cette action. Musseline a vu Marini sur la droite qui, dans un angle impossible, après un contrôle de la poitrine, trompe Rousset pour la première fois. Je vous l'ai dit, on joue depuis 35 minutes. Quelques minutes avant la mi-temps, une belle réaction des Sochaliens sur cette action. Le ballon à Fernier, excellent hier soir. Fernier pour Colin. Un tir dans la foulée, de peu à côté. Quoi qu'il en soit, le score est toujours de 1-0 à la mi-temps pour les Brestois. Des Brestois qui vont quelque peu accélérer après le repos, à l'image de Bouquet qui tire ici, un ballon qui est bien capté par Rousset. À l'image également de Duprat, un bon tir, là encore bien arrêté par le gardien sochalien. La rencontre va quelque peu s'animer sous la pression de Musseline et de Petrovic, les Yougoslaves de Brest. Musseline qui précisément met un ballon de peu à côté. Un corner, un centre de Bernardet, une tête de Duprat de peu à côté, mais le but chauffe pour les Brestois. Belle réaction cependant des Sochaliens sur cette action. Thomas tire bien capté par Chalery qui doit s'y reprendre à 2 fois pour écarter le danger. Les Brestois maintiennent donc leur pression. Bousquet à droite pour Bélizy. Il a vu Petrovic tout seul au point de pénalty. Petrovic qui prend son temps et qui place son ballon pour tromper Rousset pour la deuxième fois. L'on joue depuis 73 minutes, 2-0 pour Brest. Les Sochaliens ne pourront pas revenir à la marque. Pourtant sur ce tir, Krause marque pour Sochaux 2-1 après ce tir de Sylvestre sur le poteau. Mais ce sont les Brestois qui vont définitivement se mettre à l'abri à la suite de cet exploit de Musseline, un tir sur la barre. Le ballon part de très loin. Ici Pouliquin qui a vu Guérin tout seul. Guérin a aperçu lui aussi Duprat. Le gardien Rousset sort, mais Duprat tranquillement inscrit le troisième but pour les Brestois. 3-1, ce sera le score final de cette rencontre. 15e journée, donc 27 buts au total et aucune victoire à l'extérieur. 5 résultats nuls, dur, je vous l'ai dit, pour la grille du loto sportif. Au classement maintenant, 7 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur le champion sortant Bordeaux. Et cela à 4 journées de la fin des matchs allés. Nantes est à 8 points, Nancy et Lens à 10 et Nice et Monaco déjà à 12. C'est bien pour Nice, c'est moins bien pour Monaco. Dans le bas du tableau, Strasbourg est maintenant seul dernier. Marseille, Sochaux et Le Havre ne valent guère mieux. Ça va bouillir du côté de la Méno et du côté de la Canebière. Au classement des buteurs à présent, grâce à ce pénalty contesté, donc le Bordelais Reinders a repris la tête tout seul. Avec ses 3 buts contre Toulouse, Chérif Oudjani, le joueur de Laval, monte à la 2e place en compagnie de Rocheteau. 6e but pour le Niçois Dominguez et le capitaine parisien Luis Fernandez. À part cela, aucun des leaders du classement des buteurs n'a marqué. Je vous présente un petit fascicule du Football Club de Mulhouse. Le Football Club de Mulhouse qui est à l'honneur puisque c'est le club alsacien qui a été le premier à faire toucher les épaules au Racing de Paris dans le groupe B de la 2e division. C'est ce que l'on va voir maintenant grâce à des images de nos camarades de FR3 Alsace. Il y avait très exactement 12 142 spectateurs payants au stade de Lille, venus assister à l'exploit car il ne faisait aucun doute pour les Alsaciens que les Mulhousiens allaient être les premiers à infliger une défaite au Racing de Paris. C'était un match capital déjà pour Mulhouse, distancé de 8 points avec un match en plus à jouer que le Racing Club de Paris. Assad a été le premier à mettre le feu aux poudres en frappant sur la transversale et il faut reconnaître que jamais les Parisiens n'ont eu l'ombre d'une chance à Mulhouse tant le pressing des Alsaciens a été constant. Le premier but étant marqué par Mansouri à la 27e minute de la partie, un ballon détourné qui fait la joie d'un photographe visiblement alsacien. 1-0, ça n'est pas cher payé car la domination des joueurs de Raymond Domenech est constante.
le Racing ne peut que défendre et c'est 2-1, 4 minutes plus tard, qui marque un deuxième but superbe que l'on va revoir pour la beauté du geste, car le tir de l'attaquant mulhousien est tout simplement remarquable et va se loger dans le petit filet. 2-0 donc pour Mulhouse. En deuxième période, les Mulhousiens vont continuer, ne laissant pratiquement pas souffler une équipe du Racing, se créant de belles occasions et forçant Rousseau à intervenir beaucoup plus souvent que son vis-à-vis Tempet. Ndiaye marquera un troisième but à la 67e minute que nous ne verrons pas. Rousseau sera souvent à l'épreuve, mais ça n'est qu'en fin de rencontre que Polagnoc, à la 75e minute, sauvera l'honneur pour le Racing Club de Paris d'un petit coup de tête intelligent. Le Racing qui est rejoint à la première place par Guingamp. Dans le groupe B donc de cette deuxième division, première et nette défaite du Racing à Mulhouse. Guingamp, seul club invaincu en deuxième division, a fait exploser Niort. Lorient bat Reims, 2 buts de Colas, un but de Letema Ulu contre un but de Prince. Victoire à l'extérieur de Beauvais à Besançon. Au classement, Guingamp rejoint le Racing, encore leader à la différence de but. Plus 29 pour les Parisiens contre plus 22 aux Bretons. Mulhouse est à 6 points, mais avec un match en moins. Reims est à 8 points. Dans le groupe A, Saint-Étienne gagne à Istres 2-1, but de Ribard et Ferry contre un but de Montzuc. Large succès de Monceau sur Thonon. Montpellier gagne le derby de l'Hérault contre 7, 2-1, but de Kiss et de Blanchon contre un but de Cano. Bon résultat nul de Martigues à Alès. Au classement, Saint-Étienne prend seul le commandement de ce groupe A. Alès suite à 1 point, Le Puy à 2, Montpellier est 7 à 3. Football international maintenant, Philippe Houy était au milieu de cette semaine à Copenhague pour assister à la rencontre entre le Danemark et la Suisse. C'était important pour les deux pays. L'Hydras Park de Copenhague, mercredi, et une ambiance vraiment super. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi ce public a reçu le diplôme d'honneur du meilleur public lors du dernier championnat d'Europe des Nations à Paris. Malheureusement, les Danois ne sont pas épargnés non plus par une poussée de violence. Les hooligans ont fait aussi des adeptes à Copenhague. Le match a été loin de donner les résultats espérés par les Danois. Simonsen a pourtant bien essayé de mettre son équipe sur orbite, mais son tir est parti un petit peu trop haut. Une action dangereuse au cours de cette première période. Sur ce corner, une tête de Berggren qui arrive sur le montant. Et il est probable que si cette tête de Berggren était rentrée dans les buts d'Engel, c'est toute la physionomie du match qui aurait été changée. Pour le reste, peu de véritables occasions, même si certaines tentatives sont spectaculaires, comme ce retourné acrobatique de Elkjær Larsen. Pressing donc des Danois au cours de cette première période, mais très bonne défense suisse qui a tout repoussé et qui a même lancé quelques contres qui auraient pu faire tilt, comme celui-ci. Mais Maté commet une petite faute sur Nielsen et son centre est inutile, puisque l'arbitre, M. Kinyu, a sifflé. Vous revoyez Maté à la lutte avec Nielsen, une petite faute de Maté sur le Danois. 0-0 donc à la mi-temps. Le terrain devient dangereux pour tout le monde, supporters et services d'ordre compris. Zip, terrain glissant. Les arbitres, les Français, messieurs Quignou, Pignol et Delmer, qui est déjà en place, vont avoir une deuxième période beaucoup plus difficile à diriger. Sur cette ouverture de Morten Olsen, Ludi va faire une faute sur Larsen. Elkjær va rentrer, lui, littéralement en furie. Mais si M. Quignou n'a pas accordé le pénalty, c'est que l'attaquant de Vérone en avait déjà simulé un ou deux. Difficile dans ces conditions de lui faire confiance. Et quand il est réellement bousculé, on peut se demander s'il ne joue pas encore la comédie. En fait, Larsen a un tout petit peu pourri l'ambiance de ce match.
Il a littéralement matraqué Ludi et le carton jaune que lui a donné Monsieur Quignou était vraiment le minimum que l'arbitre français devait faire. Ailleurs qu'à Copenhague, Larsen n'aurait probablement pas terminé le match. « 65e minute et nouvelle occasion pour le Danemark. Lerby pour Arnesen, une tête d'Arnesen et encore une fois sur le poteau. Un poteau en première mi-temps, un poteau en deuxième. Les Danois ne sont pas véritablement heureux, mais le mérite en revient aussi à Karl Engel, le remplaçant de Burgener dans l'équipe nationale suisse, et qui a réussi un sans faute. Le meilleur est d'ailleurs encore à venir. La deuxième période a ressemblé à la première, domination danoise qui échoue régulièrement sur Engel et sur la défense suisse. A noter aussi quelques bonnes réactions des Suisses, notamment ce tir d'Heinz Hermann, sans dommage toutefois pour Rasmussen. 75e minute et le tournant du match. Arnesen qui rentre dans la surface, qui est abattu. Monsieur Quignou siffle penalty. Les Suisses et Alain Jäger en particulier ne sont pas du tout d'accord. Vous allez revoir l'action. Dans son élan, Jäger va bousculer Arnesen. C'est dur, mais avec la faute de Ludi sur Larsen tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de quoi crier au scandale. Est-ce qu'il y avait pénalty pour vous? C'est difficile à dire parce que, bon, une fois sifflé, je me suis même plus posé la question. Il a fallu que je me concentre sur le tir et je crois que c'est une décision de l'arbitre qu'il faut accepter. Le tir d'Arnesen, vous l'avez remarquablement bien arrêté. J'estime que c'est 80% grâce à mon entraîneur, Paulo Fisper, qui m'a donné le tuyau avant le match. C'est-à-dire, il me donnait le côté où il tirait, où il a eu une seule fois. C'est un peu mon métier aussi. Bien vu, monsieur Engel. Bien joué la Suisse, qui a donc réussi l'exploit d'arracher le match nul 0-0 à Copenhague. Cela leur permet de garder l'espoir d'aller au mondial, même s'il reste faible. Et la situation dans ce groupe est de loin la plus serrée. 15 matchs ont été joués et les 5 équipes sont toujours en course. Les mieux placés restent les Soviétiques qui ont 2 rencontres à jouer à domicile. Pour le Danemark, ça se complique, même s'il est en tête, car il lui reste 2 matchs à jouer, tous les 2 à l'extérieur. Et il n'est pas impossible que les Danois regrettent ce point perdu face aux Suisses. Les Danois, ils jouent un football qui est bon pour la Suisse. Ils jouent un peu le même système et on fait un bon match. Aussi Ludi et puis Inalbo, il a fait un très bon marquage contre Laudrup et Larsen. Et je pense que c'est bien allé pour nous. Nous avons une bonne équipe, mais il manque encore cette petite réussite. Vous pensez que le Danemark ira à Mexico? Ah oui, je suis encore persuadé qu'on va y arriver, mais après ce soir, c'est encore devenu plus dur. Ce résultat restera tout de même comme une contre-performance danoise pour cette équipe composée de stars du football européen qui joue un petit peu partout en Europe, à Anderlecht, au Bayern et principalement en Italie comme Larsen ou Laudrup. En fait, il n'y en a que 2 qui sont restés au pays, le gardien Troels Rasmussen et Allan Simonsen, qui lui est revenu au Danemark après avoir été le numéro 1 européen et qui, après avoir beaucoup voyagé, fait maintenant profiter les joueurs de Vejle de son expérience. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les Danois sont toujours aussi forts qu'il y a un an? Aussi fort? Aussi forts qu'il y a un an? Non, ça je ne crois pas. Je crois qu'on a vu aujourd'hui. Il y a les limites pour notre équipe quand on n'a pas les conditions favorables, les conditions où on a plus de calme, de repos, on n'a pas les mêmes qualités de jeu qu'on a montré l'année avant. Et ça c'est la réalité, on doit vivre avec ça, on doit essayer maintenant de quand même se qualifier, mais ça c'est dur, ça c'est sûr. Dommage pour Sepp Piontek, mais dans cette équipe du Danemark, la relève se fera peut-être moins bien qu'au palais royal de la reine Margrethe et du prince français Henri de Montpezat. Reportage très sympa d'un match qui apparemment était aussi un match sympa. Un match amical important, mardi 15 octobre,
au stade André Graveau de Trappes au profit de Claude Robert, l'un des Français victimes du stade du Heysel. Le Variété rencontrera Trappes à 19 h au stade André Graveau de Trappes. Maintenant, un autre match international qui s'est déroulé ce samedi. Il avait lieu à Lisbonne et là encore, on a failli assister à une surprise puisque le Portugal a eu toutes les peines du monde à battre l'équipe de Malte. Quand on dit qu'il n'y a plus de petites équipes, c'est vrai. Il faut attendre la 37e minute pour voir les Portugais ouvrir la marque par leur buteur, talentueux buteur, Gomez de Porto, 1-0, 37e minute. Les joueurs en blanc, donc, ce sont les joueurs de Malte, qui vont égaliser de curieuses manières, juste au début de la deuxième période, alors que la marque n'est que de 1-0 en faveur des joueurs au maillot rouge, c'est-à-dire au maillot foncé si vous n'avez pas la couleur. Federico, malencontreusement, marque contre son camp, égalisation pour Malte, un but partout. 5 minutes plus tard, José Rafael va donner l'avantage à l'équipe du Portugal, 2-1. Mais à 20 minutes de la fin, cette étonnante équipe de Malte, de Giorgio, joueur au maillot blanc, va égaliser. Et à 20 minutes de la fin de la rencontre, à la surprise générale et à Lisbonne, le Portugal et Malte sont à égalité, 2 buts partout. Quand on sait que l'Espagne, par exemple, n'a battu l'Islande sous les yeux de Jean-Michel Larquet il y a quelques semaines que par 2-1, on comprend l'abattement de Bento. Fort heureusement pour les Portugais, un buteur d'exception, c'est toujours utile. On va s'en apercevoir à 9 minutes de la fin, lorsque Gomez donnera la victoire à l'équipe du Portugal 3-2. Une équipe du Portugal qui remonte à la 2e place de son groupe, mais qui doit se rendre en Allemagne et qui en fait a très peu de chances d'aller à Mexico. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur le numéro 11 de ce mois qui sort, avec la vedette du jour.